Oui, Eric, je sens en moi de l'arrogance dans ma quête, dans cette espèce d'exploration de ce qui me dépasse et je sens que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'arrogance, c'est-à-dire l'idée de réussir quelque chose, d'irréalisable quelque part. Comment Et vous, sortir de ouais. vous voyez être sans arrogance? Bah, je sais pas, le fait de vouloir ça, c'est une forme d'arrogance, donc Rendez-vous compte quand vous avez ce que vous appelez ce moment d'arrogance en vous, sans commentaire. Vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes, mais vous pouvez voir comment vous fonctionnez. Quand vous voyez clairement cette forme d'arrogance, c'est un moment d'humilité. Mais il ne faudrait pas avoir l'idée d'être humble. Ça, c'est de l'arrogance. On ne peut jamais être humble. Il ne peut jamais y avoir une appropriation positive. C'est pour ça que les démarches spirituelles, essentiellement, sont des démarches qu'on appelle négatives. Ce n'est pas négatif dans le sens de la psychologie moderne, mais c'est négatif dans le sens qu'aucune appropriation peut se maintenir dans une clarification. Que je suis est une négation et non pas une positivité. Donc quand je dis je suis quoi que ce soit, c'est une forme d'arrogance. Quand je vois cette appropriation, quand je m'en rends compte, c'est un lâcher-prise. Et vous ne pouvez pas être le lâcher-prise. Vous pouvez uniquement voir qu'il y a lâcher-prise. Il n'y a personne qui lâche prise. Donc quand je vois mon arrogance, c'est un moment d'humilité. Ne cherchez pas à être humble, sinon vous rentrez dans une espèce d'imaginaire totalement psychologique. Vous n'avez rien à être. Ne vous occupez pas de ce à quoi vous ressemblez, ne vous occupez pas de tout jugement sur vous-même est une forme d'éloignement. Vous êtes là pour constater votre fonctionnement corporellement, mentalement. C'est pour ça la valeur de l'approche corporelle, c'est que les gens qui ne pratiquent pas l'approche corporelle resteraient souvent dans des choses purement conceptuelles. Ils parlent de non-dualité, ils parlent, mais ils ne sentent rien. C'est uniquement celui qui passe par l'exploration du corps, qui sent la tension sans être tendu, qui sent la détente sans être détendu, et qui devient l'espace dans lequel tension et détente vont et viennent. Quand le cerveau reste vraiment passif, dans cette passivité, le corps devient vraiment actif. Et c'est cette complémentarité corporelle-mentale qui va amener finalement ce pressentiment de l'essentialité. Donc, constatez votre fonctionnement psychologique, et vous allez voir, même le mot arrogance, mon nez va vous quitter parce qu'il n'y a pas d'arrogance, c'est uniquement une mauvaise information. Quand je pense pouvoir associer le je suis à quoi que ce soit, ce que les musulmans appellent un sacrilège, c'est vraiment un sacrilège. Un je suis ne peut pas être affilié d'une quelconque qualification. Donc, ce n'est pas une arrogance, c'est uniquement un manque de sensibilité. Donc, je vois ça en moi et ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas parce que je décide de l'arrêter, parce que je décide d'être humble, mais parce que ce moment devient inutile. Et à un moment donné, l'idée de vous juger, de commenter votre état psychologique ou votre dynamique va comment vous quitter parce que on est comme on est, d'instant en instant. Le temps de percevoir quelque chose, c'est déjà mort. Donc, on a l'idée de penser quoi que ce soit sur soi-même, sur les autres, c'est impossible parce que quand on pense quelque chose, c'est mort. La pensée est morte. Il n'y a rien dans la pensée que les imbéciles qui se cherchent dans la pensée. C'est une forme de supercherie. C'est très important de ne pas être pris par la pensée. La pensée a son propre mécanisme, sa propre loi, sa propre chimie, mais c'est une chimie.
Pas parce que je pense quelque chose que je suis cette pensée. C'est une pensée, c'est tout. Le vieux Patanjali, le premier sloka de Yoga Sutra était clair là-dessus. Le yoga, c'est de ne pas se prendre pour ses pensées. Il n'y a rien à penser. Et justement, le ressenti corporel nous amène de cette totale objectivation du senti. Et le senti et la pensée, c'est les deux faces de la même pièce. Le senti, c'est le côté perceptuel. Le pensée, c'est le côté conceptuel, mais on parle de la même pièce. Pour des raisons pédagogiques, on divise en deux. Donc, rendez-vous compte de votre mécanisme, joyeusement, affectueusement. Pourquoi affectueusement? Parce que vous avez d'autres possibilités. Finalement, c'est quoi l'arrogance? C'est léger, c'est comme un enfant qui vient de manger du gâteau au chocolat qui était interdit, qui a les lèvres toutes noires de chocolat et qui nous dit « mais je n'ai pas mangé de gâteau ». C'est pas méchant. C'est ce qu'on fait tous. Non, on n'a pas mangé de gâteau. Voilà, on se rend compte de ça. Mais prenez pas des choses au sérieux, il n'y a rien de sérieux dans la spiritualité. La spiritualité, c'est l'extrême légèreté. Le sérieux, c'est l'ego qui est sérieux. C'est l'ego qui a des valeurs, c'est l'ego qui est trahi, c'est l'ego qui met en question, c'est l'ego qui refuse, c'est l'ego qui veut. C'est de là, on n'a aucune substance. Ce qui est sérieux, c'est la légèreté. Donc, voyez légèrement, affectueusement votre mécanisme. Et le simple fait de le voir sans y porter d'attention va permettre une souplesse et à un moment donné, certaines dynamiques vont vous quitter, mais légèrement. Ce n'est pas un travail de titan, vous ne prenez pas comme les malheureux chrétiens qui veulent terrasser le dragon, etc. Vous ne prenez pas comme un yogi qui veut éradiquer ses vasanas, vous ne prenez pas comme des gens qui font la méditation, raides comme des poireaux sans bouger, qui en vérité pensent tout le temps. C'est duel, c'est pas non-duel, laissez ces choses, ces maladies inutiles. Et soyez simplement légèrement présent. Quand ça se présente organiquement, voyez votre mécanisme, et très vite, vous verrez, il n'y aura plus rien à penser sur vous-même. Et si vous ne pensez plus rien sur vous-même, vous ne pensez plus rien sur les autres, parce que quand on pense des autres, c'est une prolongation de l'imaginaire de notre soi-même. Et là, la vie devient facile, devient fonctionnelle. Au plus c'est simple, au plus c'est vrai. Au plus ça paraît compliqué, au plus c'est un imaginaire. Merci. Bonjour Eric. Pourrais-tu développer l'histoire de l'inconfort, c'est le confort? La sensation naturelle du corps, c'est de rien sentir. Quand je sens mon corps, c'est que je suis malade. Donc, ce qui se passe quand le corps, quand on marche sur un clou, on sent le clou. Et généralement, par manque de sensibilité, quand je sens un clou, quand je mets mon pied sur un clou, il y a une réaction organique de tout le corps, parce que le corps est une totalité. Donc, quand on est sensible, quand on a un choc dans une région du corps, tout le corps, on sent le choc, le choc dans toute la globalité du corps, un peu comme un boxeur qui va encaisser par l'ensemble de son corps, c'est pour ça que les coups font pas mal. Quand on se cogne, c'est l'ensemble du corps qui est cogné. C'est très important. Donc, on ne fonctionne pas par fraction. Mais généralement, chez la plupart des gens, le corps est fait de morceaux. Alors quand ils mettent le pied sur un clou, ils ont mal au pied. Ils ont pas mal ailleurs, parce que le corps bloque l'information. Et donc, il y a une espèce de réaction. C'est un peu comme le pied va sur le clou et l'information de douleur qui, au contraire, devrait s'étaler à tout le corps, je bloque cette information tactilement. Il y a comme une contraction, un peu comme un fakir qui ne veut pas avoir mal. Et je me contracte pour moins sentir la douleur du corps. En tout cas, mon corps fait cette espèce de stratégie.
Et je me contracte tellement pour ne pas sentir qu'à un moment donné, la sensation de contraction visant à réduire la tension du pied, la douleur du pied, va prendre le dessus sur la douleur du pied. Je suis tellement contracté contre le pied que cette contraction va me faire de plus en plus mal. Et à un moment donné, je mets le pied sur un petit caillou qui me rappelle l'ancien clou sur lequel j'ai marché il y a 25 ans, et la défense anti-clou, anti-caillou se verrouille, et j'ai la même défense que si je marchais sur un gros clou. À ce moment-là, ce que je sens, ce n'est pas le caillou, c'est la défense. Et presque toujours, quand je sens une tension dans le corps, ce n'est pas la tension que je sens, mais c'est une réaction du corps pour bâillonner cette défense. C'est un peu comme quand quelqu'un a une tristesse, quand un problème affectif. Généralement, je refuse cette sensation et je crée une sorte de tension de carapace, comme de dire tout va bien, voilà, c'est pas grave, etc., pour bâillonner cet état intérieur. Quand on dit c'est pas grave, et justement, ce blocage, cette chape qui couvre le vrai problématique, se fixe dans le corps et m'empêche de sentir. Et c'est parce que je ne sens pas l'intensité de la situation affective que cette situation va se fixer et qu'ensuite il faudra avoir un thérapeute, une psychanalyse ou 50 ans de thérapie pour pouvoir m'en sortir. Si j'avais laissé la tristesse monter en moi, la tristesse serait partie. Et quand je suis triste, moi, je ne veux pas être triste, donc j'empêche la tristesse de monter et les gens créent des psychoses comme ça. Corporellement, c'est la même chose. Donc quand on dit l'inconfort, c'est le confort, ça veut dire rendez-vous compte que vous résistez. Vous croyez sentir la problématique, mais en réalité vous sentez une résistance. Je mets les pieds sur le sol dur, j'envoie sur le sol est dur et ma hanche se crispe. Ma hanche se crispe pour que je sente moins la dureté du sol. Je dois me rendre compte de ça progressivement. Quand je vais laisser vivre la réaction de la hanche, cette réaction va se vider. À ce moment-là, je vais pouvoir enfin sentir le vrai contact du sol avec le pied. Et ce contact est ce qu'il est. Et si j'ajoute rien à la situation, ce contact va devenir mouvant. Pourquoi? Parce que la vie est un mouvement, tout est mouvement. Et quand je sens quelque chose comme immobile, c'est qu'en vérité, je ne sens pas que j'ai fixé la chose psychologiquement. Comme les gens qui savent quelque chose. Les gens qui se prennent pour quelqu'un. Je suis comme ça. Voilà, j'ai tel caractère. Pourquoi être quoi que ce soit? On est impensable. Nos caractéristiques sont illimitées. Dans la vie, nous donne l'occasion de vivre telle ou telle caractéristique dans l'instant, mais l'instant d'après, il y a autre chose qui est là. Le corps, c'est la même chose. Le corps est un illimité constamment en activité. Et par peur de cette sensation d'illimité, je crée un corps de répétition. Dès qu'il y a une petite chose, je me contracte, je me défends. Il y a des gens, on met la main sur l'épaule, tout le corps est en réaction. On met la main sur le ventre, tout le corps est en réaction. On les regarde, tout le corps est en réaction. On dit quelque chose, tout le corps est en réaction. Ça, c'est une caricature, mais on est beaucoup comme ça. Je dois me rendre compte de ça. Moi, je passe ma vie à me défendre. Donc, quand on dit l'inconfort, c'est le confort, ça veut dire rendez-vous compte combien j'ai fait quelque chose pour pouvoir mourir. Que ce qui vit meurt. Quand vous laissez une rose s'ouvrir, elle s'ouvre et elle meurt. La clé de la vie, c'est de laisser mourir les choses. Mais les corps, le psychisme refuse ça, parce que le corps veut avoir une certitude de savoir qu'est-ce que je sens. Est-ce que je sens mon pied, est-ce que je sens le sol? Je veux savoir. Il n'y a rien à savoir. Ce que j'appelle mon corps est un imaginaire, c'est un schéma cérébral qui s'inscrit très très tôt dans la petite enfance. Et ensuite, je réactive ce schéma cérébral dans toutes les situations pour me prouver que j'existe. Malheureusement, c'est un imaginaire. Donc, le yoga est l'art de brûler cet imaginaire de l'existence individuelle. Et pour ça, je dois devenir de plus en plus intime avec la réactivité du corps. Et quand je décrète quelque chose d'inconfortable, en réalité, ça veut dire que ça me touche vraiment. Et ça veut dire que ça va me... C'est quoi le confort? Le confort, c'est la répétition. Voilà. Et la vie est neuve à chaque instant.
Donc, je dois voir combien je suis constamment en train, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation sexuelle, une relation affective, dans un raisonnement politique, dans ma manière de manger, dans ma manière de vivre. Je suis constamment en train de répéter. Je répète, et il y a une forme de. On respecte ça, il y a une forme de confort dans ce respect. Et c'est ce confort même qui empêche de découvrir l'essentiel. Et je vais mourir dans ce confort. Donc le yoga, c'est l'art de l'inconfort. C'est de laisser vivre ce qui se passe créativement, joyeusement, intimement, sans jamais me référer. Et quand je vais vivre l'inconfort ça va cesser d'être inconfortable parce que l'inconfort, c'est un critère qui se réfère au confort. Si j'abdique toute notion de confort, il ne va plus y avoir d'inconfort. Pour qu'il y ait un inconfort, il faut que je connaisse le confort. Donc c'est le lâcher-prise de l'imaginaire du confort qui va faire que l'inconfort est plus inconfortable. Et quand on donne ces concepts confort-inconfort, vont devenir totalement étrangers, parce que la vie est impensable. La formation du corps est toujours neuve, toujours riche, toujours. Chaque fois que vous touchez une table, chaque fois que vous touchez un tapis, chaque fois que vous touchez votre voisin, c'est neuf. Vous découvrez, vous sentez. Chaque fois que vous sentez l'odeur de votre chien, c'est un autre odeur, un autre chien. Vous sentez l'odeur de votre voisin, vous êtes toujours neuf, dans ce qu'elle a mangé, dans ce que la personne pense, dans sa dépression, dans son excitation, dans sa vitalité. Il faut sentir combien l'odeur des choses change. Les gens vivent dans des imaginaires, et cette personne sent comme ça, mais ce n'est pas vrai. Il y a 1000 odeurs, il y a 1000 couleurs, il y a 1000 ressentis. Donc je dois voir combien je suis toujours dans la limite, par sécurité, vous dites voilà, cette personne sent comme ça, j'aime pas cette odeur, cette personne est comme ça, j'aime pas ce psychisme. Mon genou est comme ça. Mais non, quel genou? Il n'y a pas de genou. J'explose dans l'instant, sans commentaire, et je vais découvrir des choses invraisemblables, impensables, sans conclure. Donc tout ça est inclus dans la phrase l'inconfort, c'est le confort, qui ensuite va s'éliminer, parce qu'il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'inconfort non plus. Ça veut dire explorer. Explorer les mains vides, explorer sans savoir, sans conclusion. Et vous voyez combien on est si rapide à fixer le corps. Ah, c'est comme ça. Agréable, je fais pas. Il y a des gens, on dit tel mouvement, ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais qu'est-ce qu'ils savent? On ne sait rien. Chaque jour, c'est différent. Chaque fois que je fais un mouvement, je vais explorer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne connais pas ma limite. Quelle limite? La limite de l'instant. Comment je peux la connaître avant, dans le passé? Je ne peux pas la connaître. Je vois cette créativité. Le yoga, c'est là de la créativité. Moi, j'explore. Il y a des gens qui disent une pause, ah non, ça je ne peux pas faire. Mais ça veut dire quoi, je ne peux pas faire? Je vis dans le passé, je ne sais pas. On ne sait pas. Voilà, c'est l'espace de découverte, de rien savoir. Tout est exploration. Et à ce moment-là, vraiment, je vais voir les notions confort-inconfort, donc comment quitter. C'est remplacé par une intensité, par une pulsation, par une vibration. Et là-dedans, bien sûr, il y a des fonctionnalités qui se présentent. On ne vous dit pas que vous pouvez tout faire. Mais vous ne le savez pas. Vous devez le découvrir sur l'instant. Et quand je découvre sur l'instant, l'imaginaire de mes limites est complètement explosé par la réalité. Parce que même si je ne veux pas le faire, bien sûr, il y a tout ce qu'on ne peut pas faire. On le fait autrement. On le fait par le souffle, on le fait par l'énergie, on le fait par la pose physique, c'est un artifice, par l'énergie, par la vibration. Donc, confort, inconfort, c'est le béaba, ça fait partie de. On a besoin d'excès légal, on a besoin d'explorer ça. Donc, l'inconfort, c'est le confort, inclut tout ce que je viens de dire et bien plus si vous le laissez vivre tactilement.
Bonjour Eric. Aujourd'hui, j'ai senti quand j'ai fait les pauses debout, une chose que j'ai déjà sentie avant quand j'ai fait les pauses debout, que je ne trouvais pas l'appui de mon pied et mes jambes tremblaient beaucoup. Est-ce que vous pourrez dire quelque chose sur ça? Quand les jambes tremblent, ça veut dire qu'on n'a pas intégré encore ce ressenti. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer. Et le pied ne doit pas trouver d'appui, le pied doit simplement découvrir la sensibilité du sol. Je dois simplement venir à l'écoute du contact du pied avec le sol sans forcer. Je dois vraiment ressentir les doigts de pied, le plan de pied, le talon, la chaleur des pieds. Et de plus en plus, surtout pas essayer de s'ancrer dans le sol comme on fait dans les arts martiaux, dans le yoga gymnastique, mais de vraiment traverser. Et je sens je parle la hanche, je sens la densité de la hanche qui va descendre, descendre, descendre dans les pieds, jusqu'à je sens le sol, un peu comme quand vous êtes à la plage, une plage de sable, vous laissez l'eau vous caresser les pieds, petit à petit le sable va s'effondrer sur le pied, vous sentez le pied s'enfonce, s'enfonce, s'enfonce. C'est cette même sensation qu'il faut retrouver. Le pied va s'enfoncer dans le sol, ça libère complètement la hanche. Et là, vous allez voir, vous allez trouver une fonctionnalité. Maintenant, le tremblement des jambes, ça veut dire que vous n'utilisez pas assez vos jambes. Les poses debout sont très importantes dans le yoga. Les poses assises, c'est un peu le résultat des poses debout. Il faut pratiquer les poses debout, il faut pratiquer les poses sur le ventre, sur le dos, sur le côté, sur la tête. Quand c'est une totalité où on veut rester un intellectuel dans son bureau, à penser la mondialité de manière complètement répétitive et non créative, ou alors on veut sentir les choses, et dans ce cas-là, il faut travailler le corps, l'ensemble du corps. On travaille le sommet de la tête et la pose sur la tête, ou par déposer le sommet de la tête tout seul, on travaille les doigts de pied en faisant les travaux sur les pointes de pied, donc on va travailler l'ensemble du corps, de haut en bas, de droite à gauche, ça fait partie du jeu, etc. Et donc, si ça se tremblement dans les jambes, ça veut dire que vos jambes ont été un peu mises de côté. Donc pendant un certain temps, pendant quelques mois, travailler les poses debout, vous devez trouver la tranquillité, vous devez trouver la sensibilité dans les poses debout. Ce n'est pas de la gymnastique, ça paraît uniquement de la gymnastique pour ceux qui refusent de se mettre sur un tapis, mais je dois trouver la vacuité, je dois trouver la clarté, je dois trouver la disponibilité debout, ou sur la tête, ou sur le côté, ou dans les cambrures, ou dans les élongations. Donc, c'est comme un instrument, un instrument, il faut jouer toutes les gammes, il faut jouer toutes les harmonies, il faut jouer toutes les saveurs possibles. Donc, travailler les poses debout, pas intensément, mais sensiblement, intelligemment. Et vous allez voir ensuite, il ne va plus y avoir ces tremblements. Si vous avez 95 ans, je vais dire autre chose, mais ce n'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a un Oui. lien à faire entre la conscience et l'état de rêve? Vous savez, tout est un problème de mots. Le mot conscient, dans le sens où on l'emploie ici, c'est ce continuum, cette présence qui fait que si on vous demande si vous êtes, vous allez dire oui. Si on vous avait posé la question il y a 30 ans, vous avez dit oui. Et si on vous pose la question dans X temps, vous allez dire oui. Ce oui ne se réfère pas à un schéma corporel, parce que votre schéma a changé, ni à votre état psychologique, parce que votre état psychologique a changé. Il y a quelque chose en vous qui ne change pas, qui est le sentiment d'exister, indépendamment de vos modalités corporelles et mentales. Donc, nos consciences se réfèrent, en tout cas, entre autres, à ce sentiment d'exister, ce continuum sans forme, sans couleur, sans structure, sans appropriation, qui est cette sensation impensable où je sens que j'existe, mais sans pouvoir qualifier cette existence d'une quelconque adjectif. L'état de rêve, c'est un état de veille. Un crocodile vous mord dans l'état de rêve, c'est la même chose que si vous mord dans l'état de veille. Mais il y a une différence. La différence, c'est que sur un certain plan, vous pouvez vous prendre au sérieux dans l'état de veille, c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer, vous êtes comme quelqu'un qui s'imagine être un sage en état de veille et qui va vivre comme un sage, qui semble détaché comme ça, et puis dans l'état de rêve, va avoir peur de ceci, va avoir une anxiété de cela, quand sa femme va coucher avec le voisin, il va être traumatisé, etc. Et donc l'état de rêve me donne l'information que l'imaginaire de mon état de veille est un imaginaire. Parce que dans l'état de rêve, je ne peux pas faire semblant. Donc, pour l'approche traditionnelle, l'état de rêve est plus proche de la réalité que l'état de veille. C'est-à-dire, si vous avez des peurs à l'état de veille, mais que dans l'état de rêve, vous libérez de ces peurs, ça veut dire que progressivement, ces peurs vont se libérer également dans l'état de veille. Par contre, si dans l'état de veille, vous êtes sans peur, et dans l'état de rêve apparaissent des peurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment sans peur dans l'état de veille, que c'est une fabrication. Donc le rêve donne l'indication de mettre en question cette certitude héroïque et prétentieuse d'être libre de quelque chose dont vous n'êtes pas. Dans le rêve nous donne des messages de mise en question, et chaque fois que j'ai une problématique à vivre, que je vis une problématique en rêve, ça veut dire que cette problématique m'habite à l'état de veille, mais qu'elle était jusqu'à un certain point inconsciente, et le rêve me transmet l'information de justement laisser monter ses limites de manière consciente. Et dans l'enseignement spirituel, généralement, l'enseignement va vous venir beaucoup dans l'état de rêve. Si vous ne rêvez pas de votre gourou, si vous ne rêvez pas de l'enseignement, c'est que l'enseignement est à la surface, c'est qu'il est généralement imaginaire, c'est une forme de sécurisation. Quand vous êtes proche de quelque chose ou de quelqu'un, vous en rêvez. Alors il y a des gens qui rêvent plus que d'autres. Il y a toujours cette relation de l'état de rêve et les transmissions profondes se font dans l'état de rêve, et souvent l'état de rêve va précéder la transmission de l'état de veille. Donc il y a une différence entre les deux. L'état de rêve, on est plus près de la réalité. Bien sûr, pour un métaphysicien, ça ne veut rien dire, mais on n'est pas métaphysicien, on s'intéresse à l'expérimentation directe des choses. L'état de rêve est plus près, on va dire, de la réalité que l'état de veille, même si sur un autre plan, c'est deux états de veille absolument égaux. Donc, vous devez écouter vos rêves, pas les interpréter, parce que ça, c'est une forme de sécurisation. Quand je me réveille d'un rêve, je dois vivre avec l'atmosphère du rêve, avec éventuellement la peur du rêve, avec l'excitation du rêve, avec la violence du rêve, avec la tendresse du rêve. Je dois vivre avec et je dois digérer progressivement le rêve dans l'état de veille. Et donc, je n'ai pas compris ce qu'on me transmet en rêve, le rêve va revenir. C'est à moi de comprendre la chose
jusqu'à ce que je puisse me absorber totalement le rêve, le sens du rêve, pas de manière conceptuelle, mais de manière tactile. À ce moment-là, le rêve n'a plus de nécessité de revenir. Donc, les rêves sont très importants, ça fait partie de l'enseignement. De nombreux textes spirituels ont été transmis en rêve, que ce soit la Martha Manjari de Maheshwarananda, le Futual Nikaya de Ibn Arabi ont été transmis en rêve, et de nombreux autres textes. Donc, la conscience s'incarne encore plus intimement dans l'état de rêve, dans l'état de veille. Donc, je dois être tout à fait disponible, comme je suis disponible à l'état de veille, à mon fonctionnement, je dois encore plus être disponible au rêve, sans le comprendre. Quand je comprends le rêve, c'est comme je comprends l'état de veille, c'est une forme d'orgueil, d'arrogance, de sécurisation, il n'y a rien à comprendre dans l'état de veille. Je peux rien comprendre de ma vie, celui qui comprend sa vie vit dans un imaginaire. À ce moment-là, autant être communiste, autant être chrétien, autant être bouddhiste. Je vis dans un total imaginaire, dénudé de sens. Nous, on ne comprend rien, on laisse vivre. Et l'absence de signification va devenir de plus en plus intense, de plus en plus vivante, de plus en plus tactile, de plus en plus sensuelle, et se révéler comme conscience et non pas comme interprétation. Donc on doit laisser vivre l'état de veille, comme on laisse vivre l'état de rêve, avec la même écoute, la même non-conclusion, la même disponibilité. Dernier temps, mes rêves sont devenus de plus en plus chaotiques. Il y a vraiment de tout. La violence, de toutes sortes, la sexualité de toutes sortes, le chaos de toutes sortes. Par contre, ces derniers temps, je ne fais pas grand-chose. Je suis beaucoup chez moi. Je ne vois pas grand monde. Je donne quelques cours avec des petits groupes de personnes. Je visite une maison avec mon compagnon parce que nous avons un grand désir d'un élan de projet de vivre ensemble et de créer quelque chose ensemble. Mais en fait, voilà, il y a une sorte de incohérence et je pense que ça apparaît dans mes rêves, justement. Je me demande qu'est-ce que c'est la réalité, en fait. Je me sens comme je ne sais plus du tout ce que c'est la réalité. Entre voilà. C'est déjà une bonne question. C'est déjà pas mal d'avoir oublié tout ce que vous avez pu penser être la réalité, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez lu, c'est tout ce qui est totalement inutile. Donc c'est une belle question, mais pour être honnête, c'est pas une question qu'on peut répondre. Celui qui veut répondre tombe dans la soupe, c'est-à-dire tombe dans la conceptualisation, tombe dans le savoir imaginaire. Ce que vous appelez la vie, c'est pas une réalité, c'est une création mentale. Un jour, vous verrez autrement les choses. Ça n'a pas d'importance que vous fassiez, que vous soyez proche d'un homme, que vous vouliez créer quelque chose avec cet homme. Pourquoi pas? C'est tout à fait légitime, autant que d'imaginer de vivre seul, de se retirer du monde. Toutes ces choses sont uniquement des pensées. On ne s'occupe plus de ça. Donc, suivez ce qui se fait organiquement chez vous. Peut-être éviter de penser que c'est ce qui est juste, parce que le mot juste et le mot faux correspondent à des idéologies inutiles. Mais
écoutez ce qui se passe dans le rêve. Et n'écoutez pas avec une déduction que parce que il y a de la violence dans le rêve, c'est-à-dire que vous êtes violente, et pas parce que vous couchez avec tous les voisins ou les voisines dans le rêve que vous avez fait pareil à l'état de veille. C'est pas comme ça. Mais ça veut dire c'est des relents, c'est des espaces de quelque chose qui n'est pas encore, c'est pas encore intégré. Et le rêve vous permet de justement d'écouter ces choses. Alors, vous n'aurez pas besoin de coucher avec tous les voisins et toutes les voisines dans l'état de veille. Le rêve vous permet justement d'actualiser des potentiels qu'on ne va pas forcément utiliser dans l'état de veille. J'ai tué de nombreuses personnes en rêve et pour l'instant, dans l'état de veille, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion. Et c'est pas que ça manque, mais c'était nécessaire en rêve de faire certaines choses. Et donc le rêve donne l'occasion de jouer différents rôles qui sont indispensables pour notre équilibre psychique et qu'on n'a pas forcément besoin ensuite d'accomplir dans ce qu'on appelle l'état de veille, ou des fois, si la situation se présente, pourquoi pas. Mais ce n'est pas un choix. C'est rien d'atmosphère, de noirceur, de sexualité, ou de violence, ou d'aigreur, ou de manque. Là, par contre, c'est vraiment une très, très grande intimité, mais vraiment laisser vivre en vous ce ressenti sans les images vont progressivement s'éliminer, même si elles sont virulentes. Et ensuite, il reste un peu une sensibilité. C'est un peu comme si vous avez fait l'amour avec votre partenaire, et après, ce que vous avez fait va s'éliminer comme action. Il va rester une atmosphère, il va rester un goût, il va rester une odeur, une tactilité qui, elle, va, indépendamment de la mémoire conceptuelle, qui va partir très vite, va rester tactilement et vous allez porter en vous ce ressenti qui va s'intégrer très progressivement dans la vie de tous les jours. Il y a des rêves qui peuvent prendre plusieurs jours à s'intégrer quand ils sont virulents. C'est des rêves importants et surtout ne rentrez pas dans une sorte d'interprétation psychologique du rêve parce que ça n'a aucune valeur au sens de ce qui nous intéresse ici, au sens du pressentiment de ce qui est essentiel. Ça peut avoir une justification dans une thérapie psychologique, mais la thérapie psychologique est très différente du pressentiment de l'essentialité. On ne va pas mélanger les deux. Donc nous, on n'interprète pas, nous, on ne comprend pas. Pour nous, le rêve ne veut rien dire, il est au-delà de ce que ça veut dire. C'est une énergie, c'est un cadeau qu'on reçoit finalement de la conscience qui nous donne ce cadeau pour écouter mieux quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à écouter à l'état de veille. Alors la conscience nous transmet à l'état de veille et on doit vivre avec ce cadeau tactilement et progressivement les images, les situations du rêve vont se vider. Il va rester une atmosphère, un parfum qui va s'étaler dans tout le corps et à un moment donné, le rêve a plus la nécessité. Mais c'est très important d'être à l'écoute quand vous avez des périodes justement où il y a une très grande violence, une très grande intensité. Dans le rêve, quand vous vous réveillez le matin, pas passer à autre chose, pas vous dire maintenant c'est fini, je prends une douche, je fais du yoga, je téléphone, je regarde Facebook. Non, non. Quand je sors du rêve, je reste avec le rêve, je vis avec le rêve et je le laisse vivre plusieurs fois la journée, comme un concert. Un concert, vous n'entendez plus la musique, mais il y a quelque chose, il y a une résonance qui reste à vous, qui reste progressivement, vous intégrez le concert. Ça, c'est la même chose. Il faut vraiment le faire intimement, très, très tactilement. Et vous verrez, il n'y aura plus de nécessité de certaines formes de rêve. Mais à ce moment-là, il faudra continuer à écouter l'état de veille, parce que l'état de veille, c'est un rêve aussi, tout le temps vous allez vous rendre compte. Et c'est donc, on l'écoute de la même manière, sans conclusion. Le soir, quand vous vous couchez, le rêve de la journée va se mourir. Vous devez laisser mourir tactilement le rêve de la journée, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez pensé, tout ça le soir. Vous déposez ça sur votre lit, vous laissez mourir tout ça, c'est pas vous qui mourrez le soir, c'est le passé qui meurt le soir. Donc vous laissez tout se passer, comment se poser dans l'écoute. L'écoute, c'est le sommet profond. Ensuite, le matin, ces choses-là vont ressurgir à leur manière, après la transformation due à
l'incubation dans la conscience, cela va ressortir de manière originale, etc. Donc le moment du soir est un moment de l'intégration du rêve, de l'état de veille. Et tout à l'heure, vous verrez que l'état de veille, c'est un rêve. Alors, je peux dire, mais non, je sais que je ne rêve pas, mais vous verrez que tout à l'heure, vous allez avoir des rêves, et dans le rêve, vous allez dire, je sais que je ne rêve pas, peut-être que vous allez vous réveiller. Ça veut dire, je sais que je ne rêve pas, et pas une preuve de ne pas rêver. Et pour l'instant, écoutez vos rêves tactilement, sans la pensée, sans l'interprétation, et le soir, surtout, laissez mourir le rêve de la journée. Vous avez pensé être ceci, être cela, vous avez un amant, il est comme ceci, comme cela, vous avez un passé, vous avez un futur. Ça, c'est des rêves. Laissez ces rêves se mourir le soir. Le matin, il y a d'autres rêves qui vont jaillir. Et chaque fois, le rêve va être neuf, va être créatif. Peut-être qu'il y aura de nouveau un amant le matin, peut-être qu'il y aura de nouveau un futur le matin, une maison le matin, mais laissez la nuit toutes ces mémoires se poser, se transformer. Et le matin, c'est la même chose. Est-ce que vous pourriez parler de la position sur la tête, s'il vous plaît? Et notamment de la bonne position à adopter. Est-ce que les mains les doigts sont entrecroisés derrière la nuque? Est-ce que vous pourriez parler de cette position sur la tête? Parce que vous avez dit hier, il me semble qu'avec la position assise, c'était une des plus importantes. Merci. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui... On ne peut pas en parler en général, ça dépend, c'est quelque chose qu'on enseigne individuellement. Et, beaucoup de gens qui écoutent nos rencontres, on passe cette dynamique. Un trépied, comme on dit dans les livres de yoga, on est uniquement posé sur la tête. Nous, on apprend cette position dans les deux bras en triangle, dos de main sur le sol. Et c'est là où on va trouver le maximum d'équilibre. Quand on a intégré cette pose pendant un certain temps, ensuite on va la prendre avec les différents Kapalasan, Shirshasana, différentes poses des mains. Et effectivement, quand on va rester longtemps, c'est une pose dans laquelle on reste, le premier temps traditionnel, c'est 17-18 minutes, et on reste pour souvent une demi-heure ou plus. À ce moment-là, les doigts sont croisés pour que l'énergie se perde pas dans le sol, et l'énergie est ramenée sur la tête. Donc on croise les bras, mais il y a une position vide. On peut, à un moment donné, quand on travaille des rapides, on va passer de la position bras croisés, main sur les côtés, on recroise, etc. Donc on a ces mouvements pour vérifier que la scie est uniquement sur la tête et non pas sur les bras. Donc c'est intéressant de travailler les mains en triangle comme ça. Ensuite, c'est une position, il ne faut pas monter. C'est-à-dire, vous avez posé la tête, posé les bras, ensuite, vous levez le bassin et vous allez vous approcher millimètre par millimètre avec les pieds de la tête, les jambes droites, vous approchez, et à un moment donné, hop, les pieds se décollent. À ce moment-là, on replie lentement les talons des fesses en gardant les genoux vers le bas. Ensuite, on va dresser les genoux en gardant les talons des fesses. Et quand nous sommes dressés, on va déplier les jambes. Et ensuite, on va pointer les talons, on n'a pas les pieds en danseuse. Ça, il y a deux tas de manières de l'apprendre, bien sûr, mais ça, c'est la position de base. Et quand vous allez revenir, il faut revenir très, très lentement. On va plier d'abord les mollets, ensuite, on va ramener les genoux, on va arrondir le dos, on arrondit.
on met plusieurs minutes à revenir, chaque vertèbre, chaque disque, chaque vertèbre, chaque disque. On va travailler le dos pendant le retour, on se dépose. C'est quand on la pose sur les épaules, c'est le retour qui fait travailler le corps. Donc au début, des fois, on apprend mal, mais au moins quand on revient très 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 lentement pour travailler le dos. Après, on peut l'apprendre très lentement, ce qui est le mieux juste, bien sûr. Ensuite, vous restez, on va dire, quand on fait 10 minutes sur la tête, on va rester 1 minute. Ensuite, les deux mains, main droite sur la main gauche et la tête déposée. Ensuite, si vous faites 20 minutes, vous restez 2 minutes. Si vous faites 30 minutes, vous restez 3 minutes. Après, le ratio va un peu changer. Mais donc voilà, vous devez rester en bas, on revient et on finit par cette pause. Après la pause sur la tête, c'est uniquement s'il y a eu si on a travaillé techniquement et que les variantes ont fait que une congestion un peu dans le dos, alors on peut faire Vrityasana, c'est-à-dire à genoux, juste en arrière, les mains qui se mettent sur les talons pour retirer la colonne. Et généralement, on finit par chercher ça. Et ensuite, on ne fait aucune autre pause. Ensuite, c'est le travail de la méditation. Donc, c'est une pause finale. On ne fait pas d'asana après cette pause. En tout cas, voilà. Et je ne vais pas trop m'étendre. C'est une pause qui demanderait de longues explications parce que beaucoup de gens ne sont pas concernés. Et surtout, au début, il ne faut pas la prendre contre un mur. Ça, c'est une malédiction. Il y a des tas de gens qui la montent parfaitement contre un mur. Dès qu'il n'y a plus de mur, ils tremblent. Non, on la monte sur le sol, on tombe, on tombe. Si vous tombez, vous roulez. Une fois, deux fois, trois fois, après on tombe jamais plus. Mais vraiment la prendre au centre d'une pièce, jamais la prendre contre un mur. Ça, c'est du yoga bourgeois qui n'amène absolument rien. Une très belle pause. C'est une des premières pauses sur lesquelles on peut être totalement vide. Et beaucoup de pauses, ça prend des années de vraiment trouver ce corps vide dans la pause, mais sur la salle, très vite, après quelques années, vous avez vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de corps. Donc l'énergie peut vraiment fonctionner de manière. On peut rester longtemps quand Jean-Clain a dépassé 1 heure sur la tête, son maître voulait chanter les caricatures Gaudapada pour qu'il s'intègre dans cette position. Mais voilà, en tout cas, aller très progressivement, quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, on augmente très très lentement. Généralement, on n'augmente pas plus d'1 minute par mois. Au bout d'une année, des fois, surtout pas plus vite, surtout des fois beaucoup plus lentement. Puis je sens qu'il y a une tension, même 2-3 jours après dans la nuit, qu'on revient, on arrête la pause quelques temps, ensuite on reprend pour vraiment la prendre à vide. Vous n'avez aucune tension. Des fois, il faut la laisser quelques mois, on la laisse quelques mois, on revient. C'est une pause qu'il faut amadouer, un peu comme un tigre, très très progressivement. Et c'est la vacuité qui est le signe. Pas de tension, pas d'effort. C'est une pause, c'est le vide qui parle au vide, donc il faut vraiment travailler à vide. Et tout le reste, c'est un travail individuel, donc je ne peux pas répondre comme ça. D'accord, et juste une question justement pour être sûr d'être dans une pratique juste, donc il faut aller lentement et très progressivement. Mais est-ce que vous donnez des séances individuelles parfois à certains moments pour justement contrôler ça ou pas? Non, ça c'est une vie passée. D'accord. Maintenant, vous trouvez quelqu'un de compétent, il y a des tas de gens compétents. Mais je n'en fais pas partie. D'accord, merci. Oui. Est-ce que vous avez des instructions particulières pour personnes vieillissantes? Est-ce qu'il y a des pauses à privilégier pour garder une certaine intensité? Il me semble que ma pratique devient ennuyeuse, puis je perds Oui. Vous savez, on est tous vieillissants. Et ça s'accentue de jour après jour. Donc, la seule solution, c'est l'écoute. C'est uniquement dans l'écoute que vous allez avoir une forme d'intelligence fonctionnelle. C'est un peu comme vous allez soulever de moins en moins de poids. Quand vous êtes jeune, vous soulevez des poids lourds, et puis petit à petit, on n'a pas à vous dire de soulever moins de poids. Naturellement, vous allez être moins enclin à porter des grands poids, etc. Donc, vous allez être moins enclin à rouler vite en voiture, vous allez être moins enclin à vous sortir de l'île rapidement. Donc,
Tout ça vient simplement d'une forme d'écoute, une forme d'intelligence. L'écoute, c'est l'intelligence finalement. Donc là, c'est pareil. Donc si vous avez une connaissance de l'approche corporelle, ben, on peut continuer jusqu'à la fin, mais par contre, vous allez transposer des pauses. Il y a des choses que vous faisiez, que vous ne pouvez plus les faire, c'est super. Vous allez les faire par le souffle. Et le bus va en avant, le bus va en avant, on met peut-être avant, vous mettez la tête par terre, maintenant le bus s'arrête à 30 cm du sol. Et c'est pas ça, vous allez inspirer dans votre jupe, et l'expiration, vous allez traverser le sol. C'est exactement la même chose. Il y a un jour, vous ne pourrez plus bouger, et rien ne change. Vous allez inspirer, monter le souffle, et mentalement vous penchez en avant et expirez, traversez le sol. Vous allez rester mentalement en avant 3, 4, 5 minutes. Vous allez revenir et vous verrez à ce moment, vous allez avoir le même effet qu'avant quand vous restiez très longtemps en avant. Donc, les pauses mentales ont la même valeur, même vont plus loin que les pauses physiques. Les pauses physiques sont une forme de préparation. Ensuite, il faut éviter la pause. La preuve, c'est que ce n'est pas la pause physique qui libère. Quand vous êtes souple, quand vous êtes jeune, par exemple, vous croisez les jambes, vous allez en avant. Il est arrivé à beaucoup de gens de s'endormir. Là, ça va arriver. Et si vous endormez dans la position Yogasana, jambes croisées, la tête au sol, maintenant vous avez 10 minutes. Quand vous revenez, vous avez la région lombaire encombrée. Alors c'est une pause qui libère la région lombaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conscience. Ce qui libère, ce n'est pas la pause, c'est la conscience. Si je suis assis, je donne totalement au ressenti tactile, je fondre le corps dans le corps tactile. Et avec ce corps tactile, je me penche en avant, je vais me pendre dans le sol comme un cochon pendu. J'ai les bras qui pendent, j'ai la tête qui pend. Je reste quelques minutes comme ça. Ensuite, je reviens. Qu'est-ce que je trouve dans le corps? J'ai la région lombaire qui s'est vidée. Donc, c'est la pause mentale qui libère le corps, ce n'est pas la pause physique. Sinon, je me redonne une pause, je vais devenir plus vacant, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous ne faites pas la pause physique, faites la pause mentalement. Et de plus en plus, quand le bras monte, et puis il y a l'arthrose de la grand-mère, et puis il y a l'arthrite du grand-père, et le bras va s'arrêter. C'est pas grave, je ne m'arrête pas. Le bras tactile est au plafond, je traverse le plafond. Le bras physique est ici, le bras physique est là. Un jour, le bras physique est là. Ça n'empêche pas de lever le bras au plafond, de traverser le plafond, je traverse même le toit, de redescendre le bras, etc. Donc, on fait des pauses mentalement, ça a beaucoup plus de valeur que tactilement, que physiquement. Le corps toujours suit l'élément tactile. Donc, quand vous faites une pause, vous suivez la tactilité, et quand le corps commence à s'exprimer, dès que je suis trop loin, je reviens un peu, le corps disparaît, et je reste dans cette tactilité. C'est un peu comme quand vous travaillez dans un tonneau d'huile, il faut faire ça. Quand vous êtes dans un tonneau d'huile, et si vous bougez le bus vers la gauche, vous poussez l'huile, j'arrête le mouvement et l'huile continue. Voilà. Et quand je fais un mouvement, je fais le mouvement physique s'arrête avant de créer un corps et je sens le mouvement qui continue. Puis à un moment donné, je sens que l'huile va revenir, va véhiculer mon corps de la droite. Je m'arrête avant de créer un corps, le bus s'arrête, l'huile continue. On doit sentir la prolongation du mouvement, un peu comme un semeur qui jette son semblé, ou un pêcheur qui jette un filet, c'est la même chose. Je dois toujours sentir la prolongation. À un moment donné, le corps est pris par la prolongation, le corps devient totalement passif, et la prolongation totalement active. C'est la prolongation qui est l'énergie, qui est le représentant de la conscience au niveau sensoriel, qui va vider le corps. Ce n'est pas la pause physique, sinon les gymnastes ou les danseurs seraient vides, ça se serait. Il y a des gens qui peuvent faire toutes les pauses, mais ils les font physiquement, ils font en gymnastique. Donc je fais toutes les pauses de yoga pendant 3 heures physiquement, j'ai absolument pas changé psychologiquement. Je garde mon avidité, je garde mon intention, je garde ma réactivité. Si je les fais mentalement, là il y a vraiment un effet de clarification mentale. Donc le travail est uniquement mental, le travail physique c'est une forme de symbole anecdotique. Donc c'est tout à fait normal, respecter le corps, respecter sa limite, chercher surtout pas à gagner avec le corps. Peut-être quand on a 20 ans, 25 ans, des fois on peut jouer, puis avoir cette occasion, mais si on ne joue pas pour gagner, on joue pour explorer, mais à un moment donné on n'explore plus corporellement, mais on explore tactilement.
Si vous êtes en fauteuil roulant, si vous êtes allongé sur un lit, on finit tous comme ça. Et moi, je me rappelle, mon premier professeur de yoga, qui était une femme exceptionnelle, ben, elle a passé 2 ans de sa vie avant de mourir, elle est morte très âgée, elle ne pouvait plus parler, mais avant de perdre la parole, elle m'expliquait qu'elle faisait toutes les poses mentalement. Elle se levait, elle faisait la prosternation, elle faisait toutes les poses mentalement qu'elle ne pouvait pas faire physiquement. Ça n'empêche pas. C'est un travail rituel, c'est un travail tactile, c'est un travail énergétique. Le corps, c'est une. Pourquoi pas momentanément, on joue avec le corps aussi. Mais ça n'a rien à voir avec un travail corporel. Le yoga n'a rien à voir avec le corporel. Le mot corps ne devrait même pas être présent dans le mot yoga. C'est un manque de clarté. Celui qui veut utiliser le mot corps pour parler de yoga n'a pas compris le yoga. Il n'y a pas de corps. Il y a l'énergie. C'est une disponibilité. L'énergie, c'est l'expression de la conscience sur le plan phénoménal. C'est pour ça que quand on travaille par l'énergie, on va de plus en plus imbibé de cette conscience, de ce pressentiment très corporel, un travail purement mécanique qui n'a aucun intérêt. Des fois, il y a peu de juxtaposition des deux, il y a un âge où les deux participent, mais très vite, on laisse l'élément corporel et on travaille mentalement. Si le corps permet, on peut continuer corporellement, mais le corps est toujours en deçà de la tactilité, il ne va jamais être dirigé. Le corps doit être totalement passif et l'énergie est active. C'est ça le travail. Merci. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, enfin. Voilà, j'ai été touché par certains textes qui parlent de la non-dualité et en même temps, je me reconnais dans cette obsession de comprendre maintenant. Et ça fait maintenant 1 an que j'ai lu différents textes, alors pas tous les jours, mais régulièrement, je reviens voir ce qui se dit là-dessus. J'ai regardé les liens que vous aviez mis sur votre site. Et je me demandais ce que vous conseillez, puisque je me reconnais quand vous dites que une forme de sécurisation, de vouloir trouver un sens, alors que je me rends bien compte qu'à chaque fois, ça répond par une sorte de non-sens. Et j'ai du mal à m'empêcher d'essayer de trouver une réponse là-dedans. Je me demandais si vous aviez une indication, sachant que moi, j'ai voulu essayer justement là de pratiquer les 2 jours de séminaire pour faire une autre expérience que simplement regarder mon fonctionnement dans mon quotidien. Voilà, je me demandais ce que vous pouviez me conseiller. Rendez-vous compte que votre vie n'est pas entre vos mains. Vos lectures ne sont pas entre vos mains. Vous n'avez pas choisi de lire tel ou tel livre. Vous n'avez pas choisi d'essayer de pratiquer telle ou telle chose. C'est des choses qui sont tout seuls. Vous n'avez pas choisi votre femme, vous n'avez pas choisi vos enfants, vous n'avez pas choisi vos opinions politiques. Ces choses-là se sont imposées tout seuls. Donc, simplement arrêtez de prétendre être l'auteur de votre vie, être l'acteur de votre vie, et soyez intimement, oui, présent. Il ne s'agit même pas d'observer, parce que l'observer, il y a une espèce de côté policier ou côté actif qui n'est pas très sympathique, mais simplement ressentir ce qui est là. Voilà. Votre vie, c'est un ressenti. Tout ce qui est important dans votre vie, d'abord, c'est un ressenti. Ensuite, naturellement, il y a une espèce de résonance avec certaines choses, et peut-être quand vous aimez les arts de combat, vous allez rencontrer des gens qui font des arts de combat. Quand vous êtes intéressé par les textes dits non-duels, vous allez lire ces textes, et puis tel texte, vous allez un autre texte. Et vous devez accepter ces choses-là. Et avant, il y avait une espèce de beauté dans la recherche des textes, parce qu'on mettait 20 ans. Maintenant, on appuie sur un bouton sur Internet et sur YouTube, vous avez tout. Je ne dis pas que c'est dommage, mais je me rappelle quand je suis parti en Inde, la première fois, il y a un texte que je cherchais qui était le Kola Nyanaya, et j'ai mis 20 ans à le trouver.
Et chaque fois que j'allais en Inde, j'allais dans des librairies à Delhi, etc. Et je me demandais si ça avait été réédité. Non, ce n'était pas réédité. Et puis j'ai commencé à acheter des livres. Il fallait 3 mois pour les envoyer. Et puis les textes importants n'étaient pas édités à l'époque, étaient épuisés. Et sur des dizaines d'années, petit à petit, on trouve les textes. Maintenant, on appuie sur un bouton, on a tout. C'est un peu dommage parce que quand vous trouvez un texte, il faut vivre avec le texte. Un texte, c'est pas comme vous lisez le dernier concours. Il faut vivre avec. Il y a quelques années, quand est paru le texte du Sri Vidya, du Hridaya Tantra, c'était un livre tellement beau, tellement profond, j'ai dit voilà, je vais mettre 1 an à le lire. Et pendant 1 an, je me suis interdit aucune autre lecture. Et j'ai lu que ce texte et je me suis pas autorisé à lire plus de 3 pages tous les jours parce que c'était trop. Et ensuite, de vivre avec, dans l'état de veille, dans l'état de rêve. Quand j'étudiais avec Shankar dans le Mandukya Upanishad, c'est pareil, j'ai passé quelques années uniquement sur le Mandukya Upanishad, il n'y a même pas 20 slokas. J'ai passé quelques années uniquement là-dessus. Il faut vivre avec, il y a une résonance, il y a un goût, il y a une tactilité, et ensuite l'esprit suit, l'esprit refréquente le texte, pas pour le comprendre, mais pour l'écouter. Ces textes sont des textes révélés. Ce n'est pas des textes explicatifs, les gens qui expliquent la non-dualité feraient mieux d'aller à la chasse. Il n'y a rien à expliquer, c'est un ressenti. Donc, lisez le sermon, le traité d'unité de Valiani, ou lisez le sermon des pauvres Descartes, ou lisez Chen Wei, ou Wenan, ou lisez les hymnes de Shankaracharya, ou ceux de Gupta, ou Ibn Arabi ou Abdelkader, lisez les textes inspirés, lisez pas les textes de ceux qui vous expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Et quand vous lisez un texte, vous devez devenir totalement féminin dans le sens traditionnel, c'est-à-dire totalement passif. Vous devez écouter le texte va vivre en vous, c'est un texte qui vient du silence, et il va être réabsorbé dans votre propre silence. Sinon, ça devient une nourriture intellectuelle, vous allez devenir un spécialiste de Maître Eckhart ou d'Ibn Arabi, et votre vie est misérable. Donc, ne devenez pas un spécialiste, créez pas une bibliothèque. Il n'y a que quelques livres qui sont intéressants, tout le reste, c'est un peu des commentaires. Donc, trouvez les livres essentiels, et ça se fait tout seul. Un livre en amène l'autre, une résonance, mais prenez le temps. Prenez le temps, c'est comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un, il faut prendre le temps de découvrir toutes les caractéristiques, la spécificité, les odeurs, les sonorités, la résonance à tous les niveaux de la personne. Ça ne se fait pas tout de suite, on va tomber amoureux une semaine après de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pareil pour un arbre, si vous tombez amoureux d'un arbre, et un arbre, ça demande des années, ça demande une passion il faut très longtemps pour comprendre la danse indienne, pour comprendre les autres combats, pour comprendre la poésie chinoise, pour comprendre l'architecture islamique. On peut pas, ça demande des années de dévotion, des années vous devez trouver cette profondeur, cette intensité. C'est pas 1 an qu'il faut, c'est une vie. Et il n'y a pas de but. Vous n'imaginez pas de l'arriver à quelque chose parce qu'on n'arrive à rien. Et c'est merveilleux parce qu'il n'y a rien à arriver. La vie est trop courte. Vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller vivant demain matin. Peut-être de l'attraper le Covid ce soir. Que ça passe des fois à travers Zoom. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire en quelques jours? Vous n'allez rien faire et c'est super parce qu'il ne manque rien. Vous allez dans vos derniers instants donner à ce qui est là parce qu'il pourrait être pas la non-dualité, mais au ressenti de l'étouffement, au ressenti de la tension, au ressenti de... Et c'est la vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se présente dans l'instant. Donc, pas de programme, pas d'imaginaire de maîtrise, vous n'allez pas devenir un spécialiste de la non-dualité. Ce n'est pas un sujet de discussion au petit déjeuner. Ce n'est pas un sujet de pensée, c'est un sujet de dévotion, c'est un sujet d'écoute. Donc, quand vous lisez un texte, vous vous rendez compte que ces textes sont sortis du silence et par leur magie, même avec les traductions, ils peuvent vous ramener au silence parce qu'ils ont une puissance, une organicité qui, finalement, ces textes ne parlent que de vous. Au début, quand j'ai dit ça parle de quelque chose d'extraordinaire, et puis petit à petit, avec la fréquentation, avec l'humilité nécessaire à l'écoute, sans jamais vous approprier le texte, sans jamais penser que ça vous concerne,
cette espèce de liberté vis-à-vis du texte, ça vous amène un jour à vivre que le texte, c'est vous-même. Et pour que le texte soit vous-même, il faut que le faux vous-même, il faut que le vous-même imaginaire, la personnalité s'élimine. Et la puissance du texte, c'est sa capacité, au fur et à mesure de sa lecture, au fur et à mesure de son intégration, qui vous libère de vous-même. Jusqu'à il ne reste plus que le texte, et le texte c'est vous-même dans le sens essentiel, c'est ce silence duquel il a sorti à travers la bouche de tel ou tel sage. Dans un texte traditionnel, un texte magique, comme une œuvre d'art, chaque fois que vous le regardez, chaque fois que vous le lisez, vous le comprenez autrement, vous le voyez autrement. C'est la différence entre l'œuvre d'art et l'objet artistique, qui lui est toujours répétitif. Donc, je n'ai pas de conseil à donner, c'est la vie qui va vous amener ce qui est nécessaire. Mais évitez les textes qui expliquent. Ceux qui expliquent n'ont rien compris. Il n'y a rien à expliquer. Lisez un texte, sentez l'émotion qui envoie après le texte, vivez avec cette émotion, oubliez le texte. Vous allez relire le texte la première fois. Il n'y a jamais de deuxième fois. Et vous allez avoir une émotion, vivez cette émotion, etc., etc. Jusqu'à ce que le texte comme a accompli son travail, qui est de vous éliminer totalement tout ce qui est cérébralité en vous. À ce moment, le texte va devenir vraiment une célébration. Donc, c'est un art de lire, mais on peut lire que si on est libre de toute compréhension, de tout besoin de sécurisation, de tout besoin de savoir. Surtout, ce n'est pas un spécialiste de la non-dualité, il y en a suffisamment sur le marché, mais explorer de plus en plus humblement les textes, et vous verrez, il n'y en a pas tellement. Vous allez trouver des textes qui parlent du cœur, qui vous ramènent au cœur, qui sont des textes qui n'expliquent pas, mais qui célèbrent, qui sont des textes qui n'ont aucune référence à la pensée, qui n'ont aucune référence à l'appropriation, mais qui sont des textes qui célèbrent ce qui est libre en vous, ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez tous les soirs quand vous vous couchez. Parce que le soir, quand vous vous couchez, et quand l'état de veille se meurt en vous, vous tombez dans le sommeil profond. Et le sommeil profond n'est pas un état d'ignorance, contrairement à ce que c'est souvent formulé, mais c'est un état de clarté, mais c'est une clarté sans objet. Donc elle apparaît comme l'obscurité quand on se réfère aux objets, mais du point de vue non objectif. Le sommeil profond est clarté. Et ensuite, cette clarté s'incarne le matin dans l'état de veille, une clarté avec les objets. Donc c'est le moment du soir, vous êtes le plus proche du texte. Pour ça, il faut lire avant de se coucher. Ensuite, vous pouvez vous asseoir un peu, vivre un peu avec la vibration du texte, et vous coucher dans cette atmosphère du texte. Et c'est pendant la nuit que le texte va se révéler éventuellement. Et le matin, il va y avoir une espèce de compréhension non conceptuelle du texte. Et cette compréhension est sans cesse. Vous ne pouvez jamais aller plus loin. Vous pouvez toujours aller plus loin. Maître Eckhart dit dans ses sermons qu'il n'y a pas de degré d'humilité qu'on puisse atteindre, qu'on ne puisse pas aller plus loin dans l'humilité. Donc celui qui s'imagine avoir compris vit dans un imaginaire. On ne peut pas comprendre la non-dualité. Même Abhinavagupta, dans le chapitre 37 du Tantra Loka, dit qu'il y a toujours des espaces de connaissance, il y a toujours des espaces de liberté qui sont toujours possibles, parce que dans l'espace-temps, il y a un sans limite. Celui qui s'imagine avoir compris la non-dualité, qui dit qu'il a compris, n'a rien compris. Il s'est mis dans une petite boîte, il va mourir ici dans sa petite boîte. Nous, on ne comprend rien, on est tout ouvert. Et vous laissez cet espace de ressenti sous toutes les formes de la vie se déployer en vous. Donc soyez vraiment à l'écoute des textes. Ce n'est pas pour vous enrichir, ce n'est pas pour vous distraire, c'est pour vous tuer. Les textes sont là pour vous éliminer. Vous devez leur laisser accomplir leur œuvre. Et vous allez voir à un moment donné l'idée de vouloir suivre la non-dualité ou leur manière des textes de comment vous quitter, parce que le texte, c'est la vie. Et c'est la vie de l'apparition, la disparition de la perception qui va être pour vous la célébration la plus ultime de la non-dualité. L'apparition de la pensée, de la dissolution, l'apparition de la perception de sa dissolution. C'est ça la non-dualité. C'est plus dans les textes, c'est dans la vie. Et le texte peut donner l'impulsion, la poussée non objective vers cette évidence.
Donc, lisez les bons textes. Ça va se faire tout seul. Je suis curieux du coup de savoir quels sont les bons textes dont vous parlez. Vous pouvez lire le Beatus Pauperes, le Sermon des pauvres Descartes. Vous pouvez lire le traité de l'unité de Baliani, qui a été faussement publié des fois comme ayant Ibn Arabi comme auteur, mais c'est Baliani l'auteur. Vous pouvez lire quelques haltes du livre des haltes d'Abdelkader, une merveilleuse transposition moderne d'Ibn Arabi. Vous pouvez lire les textes de Chan, Chuang-Tzu, Wang Po, Lin Si, Chen Wei, c'est un peu fini. Vous pouvez lire les hymnes méchants védantiques, si vous trouvez ce livre épuisé, qui sont les hymnes de Shankaracharya. Vous pouvez lire, traduit par Lian Silburn, les hymnes d'Abhinavagupta, qui sont des merveilleux textes. Normalement, ça suffit pour une vie. D'accord, merci. Je me demandais aussi, est-ce que, dans ce que j'entends, en fait, il y a une idée de ne pas forcer. Et est-ce que l'idée, justement, c'est de ne pas mettre trop de recherche dans sa vie qui est déjà... J'ai une vie qui est déjà assez réglée, routinière. Est-ce qu'il n'y a jamais de conseils là-dessus? En fait, c'est à chacun qui voit. Ou est-ce que l'idée, vraiment, c'est de faire par petites touches, comme je crois l'entendre, c'est-à-dire seulement le soir et après laisser tomber, laisser la vie couler comme elle vient, comme j'ai l'habitude de faire? Vous savez, vous ne pouvez pas choisir votre manière de vivre. C'est toute votre éducation, votre héritage, la société dans laquelle vous vivez qui fait que vous vivez de telle ou telle manière. Vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent pour vivre, ou il suffit d'avoir une vie modeste, vous avez besoin d'avoir plusieurs femmes, ou ça vous suffit, votre chien vous suffit, vous avez besoin d'avoir une voiture ou une bicyclette, vous préférez aller à pied, vous avez besoin d'avoir 5 voitures. Tout ça n'est pas dépendant de vous, c'est quelque chose qui s'impose en vous, selon vos caractéristiques. On vivait avec vos caractéristiques. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vie supérieure ou d'autres. Après, on peut avoir des résonances personnelles, et ça, vous devez les suivre. Les résonances personnelles ne sont pas un jugement, c'est un manque de... voilà, il y a des choses qui ne me touchent pas, moi, il y a des choses qui ne me touchent pas, mais je n'ai pas la sensibilité pour être touché, je ne comprends pas les gens qui font certaines choses. Voilà, mais c'est ma limite. Ma limite ne me gêne pas, elle ne me limite pas. Donc, ne cherchez pas à avoir une vie selon des normes, sinon c'est toujours des normes complètement imaginaires. La norme indienne, védique est différente de la norme tantrique, est différente des normes musulmanes, qui sont différentes chez les chrétiens. Puis il y a des végétariens, et puis il y a des gens qui mangent n'importe quoi, et puis chacun a son système à vous vendre, achetez aucun système. Soyez amoureux de votre vie, soyez amoureux de comment cette vie s'exprime corporellement, mentalement. Voyez ce qui se passe quand on va aller voir un film de tel ou tel style au cinéma ou tout même à la télévision. Voyez ce qui se passe quand vous lisez un roman d'amour le soir, ou quand vous lisez Shankaracharya. Voyez ce qui se passe quand vous mangez des cadavres ou quand vous mangez des vrais complets. Voyez ce qui se passe quand vous êtes à la mer, quand vous êtes à la montagne. Voyez ce qui se passe quand vous avez une sexualité débridée ou quand vous êtes moins actif sexuellement. Vous n'avez pas à vous dire ça c'est mieux. Ce qui est mieux, c'est d'écouter. Et il y a de l'intelligence, sinon c'est d'écouter. Quand vous achetez ou quand vous volez une nouvelle voiture, mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez jamais connu ce style de voiture? Vous écoutez. Voilà, vous écoutez la réaction de la voiture, vous écoutez les vitesses, vous écoutez l'embrayage, vous sentez comment ça freine, vous sentez comment ça... Et petit à petit, c'est par le senti, vous allez arriver à faire un avec la voiture, vous allez arriver à ce que le mouvement de la voiture, c'est votre propre mouvement, et vous allez sentir exactement jusqu'où vous allez dans un virage, jusqu'où vous allez dans un freinage, etc., etc.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? On ne peut pas savoir, on sent. C'est la même chose. La vie, c'est ressenti. Vous prenez votre vie comme une voiture que vous conduisez, vous devez l'écouter. C'est la voiture qui décide. Vous êtes là pour rendre disponible aux capacités de la voiture. Vous êtes là pour rendre disponible aux capacités de votre corps, aux capacités de votre psychisme, à votre sensibilité, à votre sexualité, aux opinions politiques, à votre manière de manger. Tout ça, vous l'écoutez. Et quand vous écoutez sans préconception, ben, vous ne lisez pas les livres de ceci ou de cela, vous écoutez directement. Et vous allez voir que telle alimentation va amener telle ou telle résonance corporelle. Vous allez voir qu'il y a des alimentations qui amènent une forme de transparence, de sensibilité, d'autres plutôt une agitation, etc. Il y a des manières de vivre qui stimulent la vitalité, l'écoute, et des manières de vivre qui stimulent la violence, la défense. Il y a des livres qui stimulent l'imaginaire, qui stimulent le romantisme, et il y a des livres qui stimulent l'écoute, qui stimulent le silence. Il y a des musiques qui vous prédisposent au silence, il y a des musiques qui prédisposent à l'affectivité, au romantisme. Donc petit à petit, il va y avoir une espèce d'intégration dans votre vie de ce qui s'impose naturellement. Il y a des gens qui stimulent en vous plus l'agitation, il y a d'autres qui stimulent plus la tranquillité. Ce n'est pas un choix. Vous n'allez pas dire je ne vois plus ces gens parce que chaque fois je suis agité quand je les vois. Mais il y a une résonance qui se fait corporellement. C'est très important. Et vous allez voir qu'il y a des changements qui sont là. Vous ne voulez pas changer. Il y a des changements qui sont dans votre manière de vivre, dans votre manière de respirer, dans votre manière de vous asseoir, dans votre manière de manger, dans votre manière de se relier aux gens, dans votre manière de lire, dans ce que vous lisez, dans votre manière d'écouter la musique, dans votre manière de regarder la nature. Tout ça, vous allez uniquement enregistrer des changements et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une manière d'être qui est supérieure. Quand on étudie la société indienne, il y a du tout. Les kshatriyas, les soldats doivent manger de la viande parce qu'ils doivent faire couler le sang, ils doivent savoir ce que c'est que la violence, ce que c'est que la douleur. Un kshatriya qui est végétarien, c'est un mauvais kshatriya. Les brahmanes ne doivent pas manger de viande parce qu'ils doivent accomplir les rites védiques qui ont une forme de pureté. Un brahmane qui mange de la viande n'est plus un vrai brahmane. Donc, est-ce qu'il est juste de manger de la viande ou de ne pas manger de la viande? Ce qui est juste, c'est d'écouter. C'est pourquoi on est fait. Chaque activité humaine demande une alimentation spécifique. Chaque manière de vivre demande une vie spécifique. Et petit à petit, c'est dans cette disponibilité fonctionnelle que vous allez trouver ce qui vraiment vous correspond. Donc, la manière de vivre va changer, mais pas en fonction d'un imaginaire, ça c'est spirituel, ça n'est pas, ça c'est pur, ça c'est impur. Non, on n'est pas, on est dans une approche tantrique, on ne reconnaît pas le pur et l'impur, mais on reconnaît l'écoute. Et dans cette écoute, il y a une espèce de simplification qui va se faire, d'évidence qui va se faire. Votre manière de vivre va refléter progressivement votre pressentiment de la tranquillité. Et si la non-dualité n'est pas uniquement un dernier sujet d'occupation, si ça devient quelque chose d'essentiel pour vous, vous allez voir que tous les aspects de votre vie vont petit à petit être intégrés dans ce pressentiment, non pas comme moyen vers une compréhension, mais comme symbole, comme prolongation de ce pressentiment. La manière de vivre est une expression du pressentiment, mais ce n'est jamais un moyen. Celui qui veut avoir une manière de vivre pour comprendre quelque chose, pas toujours un imaginaire. Le yoga n'est pas une action qui mène à la clarté, c'est la clarté qui s'incarne éventuellement dans la pratique du yoga. Donc, le pressentiment est essentiel. Et vous allez voir comment ça va se fleurir dans votre vie, pas à cause de vous, mais malgré vous. Vous êtes condamné à accepter votre vie. C'est une merveilleuse condamnation parce que votre vie est exactement parfaite pour vous. Vous n'en avez pas d'autre. C'est la vie idéale qui s'incarne pour vous. Et vous devez la laisser vivre complètement sans passer par le prisme de la pensée, du jugement. C'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est pas bien. C'est mieux, c'est pas mieux. Non. L'intensité est sans qualification possible. C'est l'intensité qui va s'incarner, qui va incarner la non-dualité dans votre vie. Donc, c'est simplement, effectivement, laisser faire. Vous n'avez aucune place dans votre vie. Vous comprenez ça profondément, la vie devient paisible. Donc, vous pensez que vous pouvez faire quoi que ce soit pour aider votre vie, la vie est un enfer. Vous verrez ce qui s'impose pour vous.
Ok, merci. Hier, lors de la pratique, à peine la pratique commençait, j'ai senti que c'est comme si je mourais, comme si le fait de pratiquer c'était comme une réaction de quelque chose qui voulait pas mourir, mais c'était pas une peur, c'était comme viscéral, un refus. Donc j'ai pas pu pratiquer longtemps parce que je pouvais pas me forcer et j'avais besoin d'être dans un mouvement de vie. Donc j'ai gardé l'ordinateur allumé, j'ai fait autre chose et ça a été très compliqué tout le week-end. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Normalement, je suis toujours bien à ma place et tout ça. Et là, je ne sais pas trop si c'était une fuite psychologique, si voilà, pour le moment c'est en cours, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Vous savez, il ne faut jamais insister. Ouais. Il ne faut jamais fabriquer. Donc, oubliez ce qu'on a fait, oubliez ces discussions inutiles, oubliez ces pratiques obsolètes et continuez à vivre votre vie. Et puis, si dans un certain temps, éventuellement, ces choses-là vous reviennent, et peut-être ça ne reviendra pas, mais de nouveau, explorer ce qui est proposé. Si une fois, deux fois, trois fois, vous avez chaque fois ce sentiment de mort, et que cette mort est quelque chose qui est vu de manière négative, vous sentez un refus, forcez pas. C'est-à-dire ces choses-là ne vous conviennent pas en ce moment, vous avez autre chose à faire. Ce n'est pas moins profond, c'est différent. Peut-être qu'il faut vous occuper plus de votre famille, ou de votre corps, ou de votre jardin, ou de la société, etc. Et puis c'est de nouveau que ces choses-là, il y a une résonance qui se fait, vous allez de nouveau essayer. Et de nouveau, il y a une forme de réactivité, surtout ne forcez pas. Parce que forcer, vous allez rentrer dans un imaginaire. Un art, il faut tomber amoureux. La pratique du yoga demande d'être amoureux du yoga. Il y a beaucoup de gens qui font semblant, préférer faire autre chose, mais c'est pas mal, si je fais du yoga, je vais devenir spirituel, Et c'est des gens qui vont vivre toute leur vie dans un imaginaire. On ne devient pas spirituel. Donc, le manque de pratique n'enlève rien à votre vie. La richesse de votre vie ne dépend pas de ce que vous faites, ne dépend pas même de ce que vous pensez, mais dépend de ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est cette essentialité. Cette essentialité s'exprime chez vous sous cette forme de peur. Vous devez l'accepter. Donc, oubliez tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Et puis, si malgré vous, dans X temps, ces choses-là reviennent, vous pouvez retenter l'expérience, d'écouter un entretien, de faire une pratique. Mais si deux, trois fois, chaque fois, ça vous amène à cette espèce de résistance, je ne vois pas la nécessité de forcer les choses. C'est-à-dire que vous avez une autre manière de trouver les choses. Peut-être ce sera d'aller à la messe, peut-être ce sera d'étudier les textes chrétiens, peut-être ce sera de faire un pèlerinage, etc. Peut-être ce sera de s'occuper des pauvres de notre quartier, peut-être ce sera de... Peu importe, la vie est sans limite, toutes les activités sont nécessaires. Donc, il ne faut surtout pas forcer. Cette pratique, cette approche ne convient pas à tout le monde. Elle convient à très peu de gens finalement, parce que la plupart des gens ont cette difficulté du lâcher prise, ont besoin de trouver une sécurisation, de trouver une espèce d'appropriation dans la spiritualité. Alors ils deviennent chrétiens, ils deviennent bouddhistes, ils deviennent tibétains, ils ont une initiation de plus en plus profonde, et de plus en plus, et on est content pour eux. Nous, on est de moins en moins, on n'a rien à s'approprier, on comprend de moins en moins, il y a une disponibilité qui est sans aucune objectivation possible à un moment donné. Donc, surtout, ne vous forcez pas. C'est un peu comme un enfant qu'on amène voir un film, souvent parce qu'il est profond, mais l'enfant ne peut pas le sentir, l'enfant s'ennuie. Donc, laissez ces choses-là, vous ne manquez rien. Votre vie a d'autres richesses, à vous de les trouver. Mais si malgré vous, cette espèce d'intérêt revient pour ce qu'on a formulé ou ce qu'on fait,
laissez venir l'inclination à re-explorer, mais si 2-3 fois dans cette même réactivité, franchement, soyez pas masochiste. Allez danser, allez mariez-vous, divorcez, faites des enfants, occupez-vous des voisins, devenez un spécialiste de la pêche à la ligne. Je veux dire, ça n'a pas d'importance ce qu'on fait. C'est uniquement cet imaginaire complètement puéril que la spiritualité serait quelque chose d'objectif qui fait que les gens s'imaginent que le yoga c'est spirituel, alors la non-dualité c'est encore plus spirituel, et puis la pêche à la ligne c'est une distraction, et danser c'est... Non, il n'y a pas de distraction. Tout ce qui existe a la même valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est une expression de la beauté, et c'est la beauté qui est importante, ce n'est pas l'expression. Donc, on ne juge pas sa vie. Toutes les vies ont la même beauté. Il y a des vies d'extrême violence, il y a des vies d'extrême sensibilité. C'est uniquement l'ego qui crée une hiérarchie. Il dit ça c'est une vie spirituelle, c'est une vie profonde, alors ça c'est superficiel. Ça c'est une rêvasserie. Tout est juste, parce que le juste et le faux n'existent pas. Des représentations de sécurisation. Donc, oubliez ces choses-là si vous pouvez les oublier. Si ça vous revient, refréquentez-le, mais légèrement, pas pour vous l'approprier, pas pour dire, ben moi, je vais faire du yoga, je vais y arriver. Il n'y a rien à arriver. Il y a des imbéciles qui font du yoga, il reste des imbéciles. Il y a des imbéciles qui parlent de la non-dualité, il reste des imbéciles. Donc, vous ne perdez rien du tout. Donnez-vous intensément à votre vie, quelle que soit votre résonance, quelle que soit son expression, et c'est dans la vie de tous les jours que vous allez découvrir ce qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'essentiel. L'essentiel n'est pas plus dans le yoga que dans la pêche à la ligne, que dans la charcuterie, que dans la course à pied, ou que dans le fait d'être banquier ou prostituée. L'intensité, elle est partout où vous êtes, parce que l'intensité, c'est vous-même. Ce n'est pas dans ce que vous faites, c'est dans ce que vous êtes. Donc, mettez pas l'accent sur ce que vous faites, et je pense naturellement, vous allez trouver une fonctionnalité. Et si ces choses-là, plus tard, vous retouchent, pour re-explorer, et puis si un jour ça s'actualise sans cette peur, panique, vous verrez, c'est un espace merveilleux. Il y a d'autres espaces merveilleux, tous les espaces sont merveilleux. Donc, surtout pas d'effort pour pratiquer, surtout pas d'effort pour expliquer ces choses-là. Il ne faut pas faire d'effort dans la vie. L'effort vient de l'ego, l'effort rend malheureux. Il faut vivre sans l'effort. Donc, suivez naturellement ce qui se présente pour vous. Ça, c'est la meilleure des pratiques. S'il y a une dernière question, on ne va pas passer la nuit à parler des choses inutiles. Parler de développement de certains siddhis, si on peut les appeler comme ça, avec la pratique. Oui, l'imaginaire peut se développer sans limite. Mais les siddhis font référence à l'imaginaire d'une personne qui aurait des capacités. Mais il n'y a pas de personne. Donc, qui vous vouliez qui est un siddhi? C'est uniquement celui qui a l'imaginaire d'une personnalité. C'est une personnalité séparée qui pense avoir un effet, un pouvoir sur ceci ou sur cela. Mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas de pouvoir. Vous n'êtes pas séparé des éléments de la nature. Donc, tous les siddhis sont un peu des représentations allégoriques d'une liberté vis-à-vis de soi-même. Ne les prenez pas à la lettre, ce qui ne dit pas que des fois, il y a une forme de synchronicité, un peu comme le malheureux Jung racontait dans son autobiographie
il raconte qu'à un moment donné, il y avait Freud, et puis il parle justement de la synchronicité. À un moment donné, Jung dit je sais que l'armoire va craquer. À ce moment-là, l'armoire craque. Mais si Jung avait été un malheureux yogi, il aurait dit je veux que l'armoire craque, et l'armoire aurait craqué. Et on aurait déduit que c'était un yogi prodigieux. Mais il n'y a pas de yogi prodigieux. Le siddhi, c'est simplement de pressentir la loi essentielle des choses et de s'approprier ce mouvement. Jung avait enfin cette sagesse de ne pas se prendre pour l'acteur. Donc il avait dit je veux que l'armoire craque, il a dit l'armoire va craquer. Mais voilà, le yogi aurait dit je veux que l'armoire craque, mais en réalité l'armoire va craquer de la même manière. Pas parce que le yogi l'a dit, mais parce que l'armoire devait craquer. Et que dans une forme de sensibilité, on se rend compte que le présent, le passé et le futur sont simultanés. C'est du moins la cérébralité qui le décode en passé, présent et futur. Donc quand vous trouvez une forme de souplesse, un peu comme on l'a exploré plusieurs fois pendant la pratique, quand vous laissez vraiment le cerveau se déposer tactilement, vous sentez le poids du cerveau se déposer, comme ça coule, comme un poulpe qui coule sur votre crâne. À ce moment-là, les cerveaux antérieurs, les cerveaux mammifères, les cerveaux qui sont plus proches de la conscience s'éveillent. Et ces cerveaux-là connaissent pas plutôt le présent, le passé et le futur, ils connaissent l'instantanéité, comme un animal. Un animal se bat, l'instant d'après, il est totalement détendu. La violence, la tendresse, passe de l'un à l'autre sans passer, sans la mémoire. Là, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, vous avez un pressentiment, et ce pressentiment peut s'actualiser sous forme de, on va dire, de voir le futur, mais ce n'est pas le futur, vous voyez. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, et des fois, vous dites, oh là là, je vois que cette personne a eu une vie difficile. Vous ne voyez pas le passé, vous voyez le présent. Dans le présent, je peux voir le passé de la personne. Des fois, je regarde la personne et je me rends compte qu'elle va avoir une vie difficile. Je ne vois pas son futur, je vois le présent. Le présent contient le passé et le futur. Donc, quand on regarde de manière non personnelle les choses, des fois, cette vision contient ce que certains appelleraient le passé, ce que certains appelleraient le futur. Ce n'est pas qu'on connaît quoi que ce soit, mais c'est qu'on voit dans l'instant ces modalités que le cerveau va analyser comme passé et comme futur. Donc, les siddhis sont simplement une lecture dans l'instant de potentialités qui sont non conceptuelles. Et vous n'imaginez pas avoir des siddhis. Vous n'avez pas des siddhis, vous êtes seulement disponible au mouvement de la vie. Et dans cette réceptivité, il y a de nombreuses clins d'œil de la vie, on va dire, qui peuvent s'actualiser. Et c'est jamais personnel. C'est pas vous qui avez une capacité, c'est une capacité qui s'inscrit dans l'instant à travers vous. C'est pas personnel, et ensuite cette capacité évidemment se désinscrit naturellement quand elle est plus nécessaire. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ne le lisez pas comme dans le dernier chapitre des Malheureux Yoga Sutras, où on a l'impression que le yogi s'approprie ses capacités, etc. On va dire, quand vous commencez à découvrir certaines sensibilités, on va dire cette sensibilité est le signe d'une forme de pressentiment de l'essentiel. Mais ce n'est jamais un signe d'appropriation. C'est un signe de disponibilité. Donc oui, quand vous êtes disponible, des fois vous pressentez ce que les gens appellent le futur, vous pressentez ce que les gens appellent le passé, et vous pouvez voir des choses que les gens des fois ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent mal. Et quand vous laissez vivre les choses, c'est les choses qui vous regardent, donc qui regardez les choses. Et c'est le mot siddhi est simplement une mise en repos du cerveau frontal et un déploiement des cerveaux préencéphales, des cerveaux anciens mammifères. C'est dans ces cerveaux que la conscience va trouver son actualisation phénoménale. C'est beaucoup plus une réceptivité qu'une appropriation. Celui qui se prend pour l'auteur de ses actes, celui qui se prend pour l'auteur, le propriétaire de telle ou telle capacité, vit dans un imaginaire, et la vie va tout ou tard le détromper, parce qu'il n'y a pas de
personne. Donc, il n'y a pas d'acteur, il y a action, il n'y a pas d'acteur. Dans les CD font comparatif de l'imaginaire, c'est vrai qu'ils sont mentionnés dans les textes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que symboliquement, ça représente des formes de plus de lâcher prise de la cérébralité. Et c'est jamais personnel. C'est quelque chose qui il y a une vision qui est plus subtile parce qu'elle passe plus à travers le prisme du jugement, à travers le prisme du passé et du futur. Mais c'est pas décodé de manière objective, c'est un pressentiment. Et le CD le plus extrême, c'est le pressentiment de ne rien être. C'est le pressentiment de la vérité, et lui, il est totalement non objectif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir ce que vous savez quand vous savez quelque chose et que vous ne le savez pas, parce que ce dont on parle est quelque chose qui n'est pas expérimental et pas connaissable. Et c'est pour ça qu'Ibn Arabi dit dans le Futuh al-Mekaya, celui qui a vu Dieu et sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu, parce que si la vision de la vérité est vécue d'une quelconque manière objective, celui qui sait qu'il a compris n'a pas compris. Parce que la compréhension brûle tout objet compris et toute capacité de comprendre. Quand il n'y a plus rien compris, il n'y a plus personne qui comprend, il y a cette compréhension. Cette compréhension n'est pas à quelqu'un, elle est ce qu'elle est, elle est libre de toute appropriation. Ça, c'est le CD ultime. Tous les autres CD sont des formes de prolongation. Cette non-compréhension objective doit s'incarner des fois de manière créative. Et quand le corps est plus utilisé de manière schématique, fragmentaire, mais dans sa totalité, quand le psychisme n'est plus utilisé de manière fragmentée par le jugement, par l'intention, par l'attente, par le savoir, le cerveau a de nombreuses possibilités qui sont généralement en sommeil chez la plupart d'entre nous, et certaines de ces possibilités se réveillent. Ce n'est pas des CD, c'est simplement fonctionner de manière plus fonctionnelle. Quand vous ne mangez pas certains aliments, quand vous arrêtez les protéines animales, quand vous arrêtez le sucre, quand vous arrêtez les graisses cuites, votre système digestif, votre système d'assimilation fonctionne mieux. Ce n'est pas un CD, c'est simplement un fonctionnement plus fonctionnel, plus intégré de l'énergie interne. Et quand vous n'utilisez plus le cerveau pour vous défendre, pour vous prétendre, pour affirmer, pour se sécuriser, pour prévoir, le cerveau va retrouver d'autres. Il y a certains engrammes qui vont s'effacer et d'autres engrammes qui vont se déployer. Alors, romantiquement, on peut appeler ça des CD. En tout cas, s'il y a des CD, il n'y a pas de sida. C'est ça qu'il faut comprendre profondément. Merci d'avoir écouté.